Bonjour à vous tous. Je m'appelle Bernard Rébier. Je suis le président directeur général d'une entreprise qui s'appelle Fermob. Fermob est situé dans le département de l'Ain. Je vais vous raconter un peu ce qu'on fait. Et en fait, je suis ici, moi, pour apporter un témoignage. Alors, je dirais que je ne suis pas dans la bonne assemblée parce que mon témoignage, il s'oriente normalement, principalement, par rapport aux entreprises, aux chefs d'entreprise. Je fais un peu de prosélytisme pour, à partir de mon exemple, témoigner de l'importance de mettre le design au niveau stratégique dans une entreprise. Et je ne suis pas sûr qu'il faille convaincre des designers de l'importance du design. Par contre, je suis convaincu qu'il faut convaincre le monde économique et le monde de l'entreprise. En tout cas, il faut continuer à creuser le sillon, à le convaincre de l'importance du design. Alors, ceci étant dit, très rapidement, l'histoire de Fermob, c'est une recréation d'entreprise. Il y a 25 ans, je rachète ce qui n'est plus qu'un atelier de métallerie qui a 9 personnes, qui fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, qui n'a plus d'organisation commerciale, administrative, financière, produits, etc., qui fabrique encore quelques produits qui sont du mobilier de jardin. Le catalogue fait 2 pages. 25 ans après, où en sommes-nous? C'est une entreprise d'environ 200 personnes qui a connu 25 années consécutives de croissance, 24 années de bénéfices, qui exporte à peu près la moitié de sa production dans une quarantaine de pays et qui, à travers, j'allais dire, ses collections, a une reconnaissance en matière d'innovation et de design. Donc, voilà, ça c'est mon histoire. Je ne sais pas si j'ai dit que nous étions situés dans l'Ain, à Saint-Didier-sur-Chalaronne, c'est presque en bord de Saône, donc à une demi-heure au nord de Lyon. Donc c'est une histoire qui s'appelle une histoire réussie. Pourquoi est-elle réussie? Et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre, en tout cas de témoigner. Alors elle est réussie pour des raisons finalement très simples. Ça c'est la bonne nouvelle. Mon histoire n'est pas compliquée. Pourquoi les raisons sont simples? Parce que dès le début, donc 1989, 10 personnes, 9 plus 1, 10 avec moi, j'affirme que la stratégie de l'entreprise repose sur 2 piliers, l'internationalisation et l'innovation. L'internationalisation, petit retour en arrière, en 1989, le monde n'est pas encore aussi ouvert qu'il l'est aujourd'hui. Il y a encore des telex pour recevoir les commandes. Donc 25 ans, c'est tout près, mais c'est également déjà une certaine distance. Donc internationalisation et l'innovation. Alors pourquoi innovation, internationalisation? Pour une bonne raison, c'est que tout ça me plaît. Et j'ai fêté récemment mes 25 ans de la recréation de cette entreprise. Et le vocable, tout ça s'est fait sous le vocable 25 ans de plaisir et d'innovation. Au passage, je suis un chef d'entreprise heureux qui est extraordinairement riche du plaisir que j'ai pris et que j'y prends. Et vous savez, il y a un gros avantage avec le plaisir, c'est que quelle que soit l'évolution du taux d'imposition, ça ne change rien au montant du plaisir que vous avez. Donc ça, c'est très, très sympathique. Alors dans l'innovation, j'ai immédiatement... Alors l'innovation, parce que j'aime le produit. Dans mes expériences précédentes, j'ai toujours été proche de ces fonctions fabrication, bien que j'ai une formation initiale, en fait, qui est une formation de grande école de commerce. Donc je ne sais pas dessiner, je ne suis pas un ingénieur, mais j'ai toujours aimé le produit, les process de fabrication. J'ai toujours aimé les processus de création et d'innovation. Et puis, immédiatement, je mets le design au niveau stratégique. Alors, pour la petite histoire, en 1989, ça me vaut, dans une petite revue professionnelle, un article qu'on peut qualifier de méprisant, puisqu'on dit ce monsieur nous dit mettre le design au niveau stratégique. Enfin, le nous dit, c'était même ce jeu de monsieur, parce qu'à l'époque, j'avais 25 ans de moins. Et en fait, c'est une des meilleures choses que j'ai fait, parce que si vous me demandez aujourd'hui quelle est la stratégie de l'entreprise Fermob, c'est très clair, 2 piliers, l'innovation et l'internationalisation, et le design est au niveau stratégique. Alors, je dirais du coup, je n'ai plus rien à dire, mais voyons comment tout ça
a pu se mettre en œuvre. J'essaye de témoigner de quelques-unes des recettes et puis des constats que j'ai faits. Alors, parmi les constats, là encore, je ne prétends pas qu'ils sont valables pour tout le monde. Je dis ce sont les miens, prenez-les comme un témoignage. D'abord, que la réussite de notre entreprise, de notre démarche développement produit, de notre démarche design, a pu se faire parce qu'elle était portée par le chef d'entreprise que je suis. Dans une petite entreprise, je ne crois pas au succès de telles démarches si elles ne sont pas viscéralement, si la démarche design n'est pas viscéralement portée par le chef d'entreprise. Il y a des exemples assez célèbres dans ce domaine. Une entreprise comme Salomon, moi qui suis originaire là, du coin d'Annecy, et Georges Salomon avait un de ses premiers ateliers à côté de l'école où j'étais, sans son caractère têtu, la diversification de Salomon pour passer des fixations aux chaussures n'aurait jamais pu se faire. Donc ce que je veux dire, une entreprise, si elle n'est pas si les convictions de cette entreprise ne sont pas portées, y compris pour le discours design par le chef d'entreprise, à mon avis, il n'est pas possible que ça puisse réussir. Vous voyez comment dans les très grandes entreprises dotées, il y en a assez peu, mais dotées d'une direction de design, le combat a été parfois et encore souvent délicat, voire remis en cause. Parmi les conditions également de réussite sur ce plan-là, il faut dès le départ être prêt à accepter l'échec. J'ai appris ça dans une multinationale américaine dans laquelle j'ai travaillé auparavant, où j'étais en charge de développement produit, enfin de marketing commercial et développement produit. Le droit à l'échec, c'est un mot facile à énoncer, une expression facile à énoncer. Ce n'est pas forcément une expression facile à vivre pour un chef d'entreprise. Et c'est vrai que dans les périodes difficiles, dans la période économique difficile que nous traversons aujourd'hui, je crois que des designers, lorsqu'ils sont en contact avec des entreprises, l'un de leurs devoirs, c'est d'expliquer que le chemin peut être long, que le retour sur investissement n'est pas immédiat. Les miracles, on le connaît en la matière, n'existent pas. Alors moi, j'ai connu des miracles, mais j'ai connu aussi des échecs retentissants. J'en ai connu dans ma vie avant Fairmob, j'en ai connu chez Fairmob. Je vais juste vous parler d'un échec chez Fairmob. 1993, New York, nous exposons là-bas pour la première fois et nous nous voyons décerner un trophée Outstanding New Product avec une chaise que j'ai oublié le nom qu'on lui avait donné, dessinée par Pascal Mourgue, aluminium et bois. Alors, auparavant, j'ai omis de faire ça, je commence toujours de la même façon et j'ai oublié de le faire. Je vais quand même vous dire quel est le métier de Fairmob. J'ai parlé de mobilier de jardin. En fait, Fairmob conçoit, fabrique et commercialise du mobilier de jardin en métal, en couleur et à valeur ajoutée créative. Je souligne au passage que la notion de valeur ajoutée créative figure bien dans la mission de l'entreprise. Donc je pense que c'est une remarque qui ne manquera pas de vous laisser insensible. Donc je reviens à New York 1993, Outstanding New Product, avec cette chaise voilà, Tutti Frutti, son nom m'est revenu, dessiné par Pascal Mourgue, ex aequo avec Frank Gehry, celui du musée du Guggenheim de Bilbao. Pour la petite histoire, le président de la société, c'était Vecta, qui éditait le fauteuil de Frank Gehry, qui est celui, j'ai plus son nom en tête, qui est un fauteuil en lamelé collé avec des formes très arrondies qui était tout à fait remarquable, explique qu'ils avaient investi 10 millions de dollars dans une usine pour sortir ce produit. Et moi, prenant la parole après, j'avais expliqué que chez nous, chez Fairmob, nous ne donnions pas nos chiffres. 10 millions de dollars, ça devait être 10 fois notre chiffre d'affaires. Donc ce produit, salué par toute la presse aux États-Unis, salué par toute la presse en Europe, que nous présentons à Cologne, vraiment un engouement de partout. Une grande société me propose de m'ouvrir les marchés des pays de l'Est où nous étions peu présents à l'époque et me propose de m'en acheter 4000 d'un coup. Enfin, vous voyez, vraiment la success story qui démarre. Et en fait, ce produit a été sans doute l'échec le plus retentissant que nous ayons eu dans notre histoire. Ça ne m'empêche pas d'en avoir dans mon living parce que je suis convaincu que ce produit est un produit magnifique. Dans l'analyse, les échecs, il ne faut pas trop les analyser.
il faut vivre avec et passer à l'étape suivante. Mais néanmoins, dans l'analyse que j'ai faite, je me suis dit que ce produit n'avait peut-être pas rencontré son époque, parce que l'époque en question, 1993, c'est déjà assez ancien, mais c'était les atermoiements avant la première guerre en Irak qui avaient sans doute inconsciemment scié ou limité toute velléité d'ouverture à l'innovation, en tout cas pour la distribution, voire pour le consommateur. Donc je disais que le droit à l'échec doit être quelque chose qui doit être vraiment intégré. L'échec ne doit pas se ressasser. Le progrès, l'innovation est intimement lié à la vie. Or, l'échec est mortifère. Dans les autres conditions du succès de notre histoire, je pense que nous avons des partis pris. Et nous avons des partis pris et nous faisons en sorte, avec ces partis pris, d'être cohérents par rapport à ces partis pris. Je m'explique. J'ai le plus grand respect pour les amoureux du baroque. Simplement, si vous êtes amoureux du baroque, ne regardez pas notre gamme de produits, vous ne trouverez aucune réponse satisfaisante. Donc, nous ne sommes pas là, Fermob, pour offrir tout type de style dans nos gammes de mobilier. Nous sommes là pour offrir notre propre personnalité avec nos partis pris. Donc, en deux mots, oui, la simplicité est l'un de nos partis pris. J'adore quand on me dit « cette chaise est très simple ». C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire quand toute la technologie ou les astuces disparaissent pour qu'on ne soit concentré que sur l'esthétique du produit. C'est un très beau compliment. Et j'essaye de faire en sorte d'être cohérent par rapport à ces partis pris, ce qui n'est pas toujours facile, parce que les sollicitations externes, quand je dis externes, autres que moi, qui peuvent venir de clients, qui peuvent venir de marchés, qui peuvent venir aussi de l'interne, ou tel le commercial qui dit « je suis sûr que si vous faisiez comme ça, ce serait un peu moins cher, etc. » et tout. Donc voilà, être fidèle à ces partis pris. Et pour être fidèle avec ces partis pris, encore faut-il d'abord les avoir énoncés au sein de l'entreprise, les partager. Et puis, il faut aussi que ces partis pris soient cohérents avec l'entreprise. Et nous avons réussi ce challenge avec un moyen très simple. Et j'invite, je dis souvent à des tas de chefs d'entreprise, n'hésitez pas à formaliser les valeurs de votre entreprise. Des valeurs dans une entreprise, ça ne se décrète pas. Elles doivent être formalisées une fois qu'on les a vécues, qu'on connaît, qu'on se connaît. Mais en tout cas, ce sont des points de repère intéressants dans une entreprise, notamment quand elle grandit. Et parmi les valeurs de l'entreprise Fermob, je vais vous en citer quelques-unes, on trouve la joie de vivre. Donc joie de vivre, on va tout de suite comprendre que ça exprime quand même un certain nombre de choses en matière, j'allais dire, d'orientation, enfin de style ou de ressenti produit. On trouve le respect de l'environnement. On a d'ailleurs été dans cette démarche avant que le mot développement durable existe. Donc ça, et puis ça peut sembler évident quand on fait du mobilier qui va à l'extérieur. La sensibilité esthétique. Alors, ça peut paraître curieux de décréter dans une entreprise que la sensibilité esthétique est une valeur, notamment quand vous avez dans une usine 150 personnes qui sont des soudeurs, qui sont en train de débiter des morceaux de ferraille et tout. Or, en fait, c'est un élément qui est à la fois très fédérateur, très pédagogique et qui contribue à forger une culture et de bons réflexes dans l'entreprise. L'attention portée à l'autre aussi, qui est une de nos valeurs, en fait, un lien très direct avec le design. Parce qu'à partir de cette valeur, j'ai régulièrement des réactions qui me disent l'attention portée à l'autre, c'est aussi être attentif à l'usage qui va être fait de nos produits, c'est aussi être attentif à la façon dont sont faites les notices d'entretien de nos produits, c'est aussi, etc. Donc, vous comprenez comment, à partir d'une expression qui peut sembler très intellectuelle, on peut plonger, j'allais dire, dans des aspects très pratiques et liés à la vie des produits. Alors, je disais une cohérence par rapport à des partis pris, par rapport à des valeurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi sur les facteurs de réussite dans ce domaine ?
je parlais de cohérence. La cohérence, elle est aussi dans le temps. Je disais tout à l'heure, les partis pris, la stratégie exprimée il y a 25 ans et ce qui est exprimé aujourd'hui, rien n'a changé. Alors, rien n'a changé, nous ne restons pas statiques. La façon de parvenir à tel ou tel résultat n'est évidemment pas la même. Je disais qu'il y a 25 ans, on recevait les commandes par Telex. Oui, on a évolué depuis, bien entendu. Mais comprenez que les facteurs qui conduisent, qui encadrent le comportement de l'entreprise, les points d'arrivée, sont toujours les mêmes. C'est ça la constance. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de, j'allais dire, à la fois de rassurant et puis qui permet à tous les collaborateurs d'avoir une bonne visibilité. Et quand on a une bonne visibilité, on sait comment travailler, on sait dans quelle direction aller. Lorsque je parle de joie de vivre ou d'attention portée à l'autre, oui, cela s'applique dans notre organisation en matière de développement produit. Et oui, on doit retrouver cette traduction dans les produits qui sont dans notre gamme. Alors, évidemment, mais ça ne va pas être l'objet de mon intervention, lorsqu'on parle de stratégie, le design au niveau stratégique, bien entendu, il faut savoir ce qu'on entend par design. Donc là, très brièvement, ce que je voudrais dire et ce que j'ai évoqué tout à l'heure là dans les couloirs, le problème de ce mot design, maintes fois galvaudé, c'est ces utilisations multiples, ces facettes multiples. Bon, en fait, très clairement, en tout cas dans la définition que j'applique, j'ai coutume de dire que... alors non, d'abord une petite anecdote. Je suis arrivé en 1989 donc dans cette profession, Salon du meuble à Paris, je crois que c'était janvier 80, non pas janvier 89, janvier 1990. Et je prends un stand pour vendre mes produits, puisqu'un chef d'entreprise se doit de prendre des commandes pour faire tourner son entreprise. Et j'ai à côté de moi un stand qui affiche une installation à partir d'une tête de cochon très, très onirique. Voilà. Et je suis allé voir les organisateurs du salon et je leur ai dit « j'exige que ce stand soit déplacé ». Et on dit « mais pourquoi ? C'est du design ». Je dis « non, vous confondez deux choses. J'ai le plus grand respect pour l'art. Je suis moi-même un modeste collectionneur et j'ai mes goûts personnels en la matière. Mais ne confondons pas, si l'art doit être une question, le design se doit d'être une réponse. » Donc, et je ne cesse de répéter cette phrase. Vous connaissez tous enfin, la façon dont nous devons intégrer l'usage dans le design. Et je dirais qu'au-delà de ça, la transversalité des domaines couverts par le design est sans doute une évidence pour nous tous ici. Cette évidence n'est pas forcément très largement partagée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en dehors de ma casquette dirigeant d'entreprise Fermob, j'ai d'autres responsabilités. Je suis administrateur du VIA, Valorisation pour l'innovation dans l'ameublement, ou président de Lyon Design. Tous ces organismes ont vocation à promouvoir le design dans toutes les acceptations du terme, soit auprès de populations plus larges, et y compris nos élus politiques, soit auprès de professionnels dans tel ou tel domaine de l'économie. Mais il faut reconnaître que l'acceptation parfois très floue de ce terme complique largement la tâche des intervenants dans ce domaine. Je suis quand même assez content de voir que les aspects transversaux et économiques de la démarche design commencent de plus en plus à être intégrés. Je voudrais dire aussi que dans les conditions de la réussite de Fermob, c'est de s'entourer des bonnes compétences. Alors, les bonnes compétences, c'est quoi ? Dans notre organisation, moi, j'ai toujours prôné un système mixte. J'ai à la fois des équipes internes et j'ai toujours fait appel à des designers externes. Alors, je peux vous dire que cette démarche qui, même dans l'entreprise, chez nous, paraît évidente aujourd'hui. Autre anecdote, je me rappelle au tout début, j'avais 2 gammes de produits. Donc, il y avait vraiment 3 fois rien.
Et je voulais donc les reconsidérer sur le plan des lignes. Il y avait une chaise que dont je voulais une version fauteuil. Évidemment, les gens qui me disaient c'est pas compliqué, hein, on va mettre les accoudoirs. Alors je les ai laissés faire, et puis ils sont aperçus que finalement rajouter un accoudoir à un fauteuil, enfin une chaise transformée en fauteuil, c'était un peu plus compliqué que ça. Et donc, je me souviens avoir laissé la personne qui prétendait pouvoir faire ça. Et puis je lui ai dit, vous voyez, c'est pas si facile que ça. C'est pour ça que 100% des produits chez nous qui sortiront de cette usine passeront dans les mains d'un designer, c'est-à-dire de quelqu'un qui a des compétences en matière de dessin, d'esthétique, etc., d'ergonomie. Voilà. Mais le design, parfois, c'est un peu comme le marketing. Vous savez, comme il n'a pas un langage spécifique, tout le monde se croit autorisé à être compétent dans ce domaine. Alors souvent, on dit marketing, ouais, c'est facile, c'est de la communication, il n'y a qu'à inventer un slogan et tout va bien. Bon, voilà. Alors, et puis le design, c'est un peu pareil, ouais, c'est facile, il n'y a qu'à faire un dessin, on ne voit pas pourquoi ils y passent des jours. Enfin bon. Et c'est un peu le problème de ces, j'allais dire, de ces, pas de ces sciences, mais de ces domaines de compétences qui n'ont pas leur terme technique propre. On n'oserait jamais, par exemple, avoir la même démarche dans le domaine de la biologie. Donc une autre raison, voilà, je voulais aussi apporter ce témoignage avec la nécessité de ces compétences, en précisant que je voyage dans beaucoup de pays dans le monde. Les compétences dont nous disposons en France sont excellentes en la matière. Nous n'avons pas à rougir de nos écoles, ce n'est pas parce que je suis ici que je le dis, hein, il y en a d'autres ailleurs également qui sont très bonnes. Nos compétences en la matière sont excellentes, elles sont d'ailleurs largement reconnues à l'étranger. Et puis dernier point dans les facteurs de notre réussite, nous sommes français. Mon entreprise est française et nous ne soupçonnons pas à l'étranger, nous ne soupçonnons pas l'impact de notre francitude, comme aurait dit l'autre, en tout cas de notre identité française. Derrière cette identité française, essayons de décortiquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, que ce soit clair, je n'aime pas la notion de Made in France. Je ne l'aime pas parce que je trouve qu'elle est restrictive, valeur ajoutée, etc. Enfin, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, notre identité française, c'est la reconnaissance par les étrangers de notre immense histoire, culture et capacité créative maintes fois prouvée au cours des siècles derniers. Et je pense que cette capacité, cette reconnaissance, elle existe pour longtemps. Et pourquoi elle existe pour longtemps? Pour une raison simple, c'est que Paris aura été une des dernières capitales du monde. Quand on regarde l'histoire aujourd'hui, le monde est ouvert. Il n'y aura plus une seule capitale dans le monde. Il y a plusieurs villes phares, mais qui vont vite tourner. On a eu New York qui a été, donc, au début du XXe siècle, une capitale du monde. On a eu Rome il y a très longtemps. Mais il ne faut pas oublier que fin 19e et tout, la capitale du monde était Paris. Donc c'est une des dernières capitales mondiales. Il ne faut pas oublier, enfin, faut prendre conscience du fantastique creuset de créativité qui existait là dans absolument tous les domaines. Absolument tous les domaines. Et donc ça, c'est quelque chose que les étrangers inconsciemment nous envient. Donc ce capital, moi, m'est très utile aujourd'hui. Lorsque j'équipe Times Square avec mes chaises et que je demande au patron de l'entité qui régit tout ça en disant « Mais Tim, pourquoi vous avez choisi nos chaises ?» Parce que je suis quand même un peu subjugué. Pourquoi il est allé choisir des chaises fabriquées dans l'Ain à Saint-Didier sur Chalaronne? Mais il me répond « Écoutez, première raison, vous équipez depuis 10 ans un parc à côté, il y a 3000 chaises, je sais qu'en termes de qualité, il n'y a pas de souci. Et puis nous, on avait une approche, on voulait apporter un supplément d'âme, une réflexion, couleur, etc. Quand on pense à tout ça, à l'aménagement des villes et tout, on pense à la France. Donc logiquement, voilà comment on arrive chez vous. Et moi, j'ai des tas de pays où on me dit, mais voilà, vous êtes un pays référent en la matière. J'ai aussi coutume de dire que lorsque nous vendons nos chaises à Harvard, ils n'achètent pas une chaise Fairmob. Je n'ai pas l'outrecuidance de croire que ma marque est connue aux États-Unis. Non, ce qu'ils achètent, j'ai coutume de dire, c'est un coin du quartier latin, de la Sorbonne, c'est un bout de... c'est un peu des encyclopédistes, un peu Diderot et d'Alembert. Voilà ce qu'ils achètent. Alors bien entendu, il faut que le siège soit bien dessiné, etc. et tout. Mais nous portons en nous, nous avons la chance, dans nos créations françaises,
de pouvoir, à travers ces créations, porter toute cette identité, cette histoire, cette créativité, cette culture. Voilà, j'allais dire rapidement ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas où j'en suis en termes de temps. Voilà, donc je laisse place à quelques questions pour terminer. Oui, effectivement, est-ce qu'il y a des questions à Saint-Étienne? Pour le moment, non. Est-ce qu'à Paris, vous avez des questions de votre côté? Oui, il y a des questions. Bonjour, rebonjour Saint-Étienne, donc Ludovic Noël, Cité du Design. Merci Bernard pour ce témoignage. J'avais aussi une question peut-être rapidement à développer qui est, tu parlais de la partie du savoir-faire, mais je crois qu'il y a aussi une stratégie très forte sur le faire-savoir. Et notamment, tu parlais de Times Square, mais encore l'opération aussi que vous avez menée à la Tour Eiffel. Donc ça veut dire que dans la stratégie, il y a aussi la capacité d'être en mesure de bien diffuser et communiquer autour des valeurs de l'entreprise, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, bonjour Ludovic, oui, quelques mots rapides sur ce sujet. C'est-à-dire, moi, je pense que je ne vends pas seulement un produit, je ne vends pas seulement des partis pris design, je ne vends pas seulement une marque, je vends un ensemble beaucoup plus complet et qui doit être cohérent. C'est-à-dire, je vends également une entreprise, son savoir-faire et son histoire. Et très rapidement, je ne crois plus dans les marques qui ne sont que des marques qui n'auront aucune cohérence avec leur entreprise, avec le personnel, avec leur environnement. Moi, je suis un fan de l'immense cohérence entre tout ça. Donc, je prédis la disparition des fausses marques qui ne seraient pas en vérité avec leur entreprise, avec ceux qui les composent. Alors, je suis peut-être un grand utopiste, mais là encore, ça me fait plaisir. Donc, après 25 ans de plaisir et d'innovation, pourquoi pas une 26e année de plaisir. Donc, du coup, on a beaucoup de motivation sur la façon de raconter notre histoire et la célébration du 125e anniversaire du brevet de la chaise bistrot en ayant construit une tour Eiffel en chaise bistrot à Paris, c'était aussi une démonstration de notre identité française, de notre savoir-faire. Au passage, on m'a beaucoup demandé comment on avait réussi à faire ça. Dans cette opération, comme d'ailleurs dans beaucoup de nos démarches, il faut de la ténacité, mais il faut oser. Et je trouve que souvent, on n'ose pas assez. Nous, pour poser notre tour Eiffel à Paris, on a simplement demandé à la mairie de Paris. On a bien présenté notre projet et tout, mais finalement, à nouveau, c'est assez simple.